Si je vous dis QE, vous me répondez quantitative easing, c'est-à-dire assouplissement quantitatif. Si je dis QE à mon invité, il me répond quelle erreur. Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant chez Platinum Gestion et membre des Econoclastes. Alors, vous dites, Olivier, que le QE est une impasse et que ce qui se passe aujourd'hui au Japon en est la meilleure démonstration. Oui, alors on va déjà rappeler ce que c'est qu'un QE. Un QE, c'est le mot technique pour planche à billets. En fait, ça consiste à racheter des treasuries ou des emprunts et en fait à faire de la titrisation, quoi. Donc ce QE est censé donner de l'air aux banques qui peuvent se débarrasser de toutes leurs poubelles. Les créances douteuses plus ou moins douteuses. On vous dit que non, c'est-à-dire que Mario Draghi, quand il parle de QE, dit on va être extrêmement vigilant sur la qualité des obligations qu'on va nous refiler. En fait, pas du tout. Et en fait, ça consiste quand même à prendre des obligations pourries et à les mettre dans le bilan de la Banque centrale. En contrepartie de quoi les banques retrouvent de la liquidité. On leur donne de l'argent. On leur donne de l'argent et donc on se dit que cet argent va servir à prêter à l'économie réelle pour que tout le monde puisse payer ce qu'il veut. Mais cette création monétaire va se diffuser dans le circuit économique. C'est ça l'idée. Voilà. Alors, le problème, c'est que si vous voulez, c'est toujours cette politique de l'offre en se disant que sous prétexte qu'on vous offre un prêt, force, et en plus avec des taux intéressants, forcément vous allez y aller. En fait, pas du tout. Pour la bonne et simple raison que jamais un chef d'entreprise ne va investir que parce que les taux sont à zéro ou très faibles. Le chef d'entreprise, il investit parce qu'il peut vendre derrière. Il considère son marché. Bon. Donc, et vous, c'est pareil, c'est-à-dire que vous empruntez que si d'abord vous pouvez rembourser, et donc si vous avez devant vous des perspectives qui sont intéressantes. Là, c'est pas le cas. Donc, alors, intéressons-nous au cas japonais, Olivier, si vous le voulez bien, parce que le Japon est le spécialiste du QE. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le champion du monde. Ils en ont fait sont combien? à leur 11e, donc tout va bien. Et là, alors, le dernier avait pour objectif de faire sortir le Japon de la déflation, de recréer donc de l'inflation et de faire repartir la machine. Oui. C'est bien ça. Du côté de l'inflation, on constate qu'il y a eu une amélioration. Non, alors, du côté de l'inflation, ils ont échoué aussi. C'est-à-dire que, vous allez m'expliquer pourquoi. La seule inflation qu'ils sont arrivés à produire réellement, là, on vous a annoncé des chiffres qui sont légèrement supérieurs à 3. 3, exactement. Alors qu'on partait de 0,7 fin 2013. Et c'est les 3% d'augmentation de la TVA. Donc là-dessus, c'est purement mécanique, quoi, si vous voulez. Donc une fois que c'est fait, c'est fait. Il reste l'inflation, mais c'est purement mécanique. Donc ça n'est pas l'action d'avoir fait baisser le yen qui a donné ces 3% d'inflation. Parce que rappelons que la création monétaire a eu pour incidence de faire baisser très fortement la devise japonaise. Très fortement. On est passé des débuts de M. Abe, on était à 76 contre le dollar. Aujourd'hui, on est à 109 contre le dollar. Donc on a eu une très forte descente du yen, mais ça n'a absolument pas provoqué ce que M. Abe attendait. C'est-à-dire que d'un côté, ça a malheureusement complètement étranglé sa population. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une île, première chose. Deux, c'est une île sur laquelle il y a beaucoup de vieux. C'est même le moins qu'on puisse dire. Ils ont un problème démographique majeur. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, on a 127 millions de Japonais. Les projections montrent qu'en 2050, il ne devrait plus être que 84 millions. Ça veut dire un tiers de la population de moins, quand même. C'est pas rien. L'année dernière, ils ont perdu 270 000 personnes au Japon. Enfin, c'est quelque chose qui est un phénomène extrêmement inquiétant.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont vieux ne reconstituent plus d'épargne. Bon, et comme ils ne reconstituent plus d'épargne, si vous lui montez les prix de façon importante, or là, c'est ce qui s'est passé, les prix de l'énergie sont montés de 70%, les prix alimentaires ont monté de plus de 50%. Donc, vous l'étranglez. Vous l'étranglez complètement puisqu'il est incapable de se refaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous paupérisez complètement votre population. Et alors, on aurait pu se dire, OK, on paupérise la population, mais ça va marcher au niveau des entreprises. Or, ça ne marche pas au niveau des entreprises. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les grands, ce qu'on devrait considérer comme des grands exportateurs au Japon, sont plus des assembleurs que de réels producteurs. Ça, c'était un raisonnement qui était peut-être vrai il y a 40 ans, qui ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les entreprises sont complètement mondialisées, elles ont leur production en dehors du Japon, elles achètent des produits semi-finis en dehors du Japon, et donc quand elles les achètent avec un yen qui est très faible, ça leur coûte très cher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est input est cher, donc se renchérit, donc ça veut dire que leur marge baisse, et non seulement leur marge baisse, mais elles exportent moins. Mais elles exportent moins, pourquoi? Parce qu'en général, les grandes sociétés japonaises ne produisent plus au Japon, mais produisent sur place ailleurs. Donc tout ça, c'est une mauvaise réflexion qui est basée, je vous dis, sur des choses qui étaient peut-être très vraies il y a 40 ans, qui ne le sont absolument plus aujourd'hui. Et vous avez cette coexistence de la déflation, parce que qu'est-ce que fait une entreprise quand ses marges baissent? Elle réduit ses coûts. Elle réduit ses coûts. Et donc, vous avez et la principale façon de réduire des coûts, c'est malheureusement quand même de licencier. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des revenus qui baissent et vous avez de l'autre côté des coûts qui sont des coûts indispensables, qui sont des coûts vitaux, c'est-à-dire le logement, l'énergie, la nourriture, tout ça, ça flambe. Et donc pour vous, le recul de 1,8% du PIB au deuxième trimestre n'est absolument pas un accident au Japon. Non, ce n'est pas un accident, c'est quelque chose qui est normal. Pourquoi? Parce que vous avez étranglé votre population, parce que vous avez des CAPEX qui sont en forte baisse. Alors, donc les CAPEX, c'est l'investissement des entreprises qui sont en forte baisse. Pourquoi? Toujours pour la même chose. Quand vous voulez réduire vos coûts, vous investissez plus. Donc ça réduit instantanément vos coûts, donc ça améliore un petit peu votre résultat. Mais ça n'empêche que les CAPEX qui étaient annoncés en première estimation à moins 2,5 se sont avérés être à moins 5,1, ce qui est quand même pas un petit bond. Hein. La consommation, elle s'est plantée de moins 5,3%, c'est pas rien, c'est énorme. Il faut bien se dire que 70% d'un PIB, du PIB dans le monde occidental, 70% du PIB, c'est la consommation. Donc pour vous, donc, ce n'est pas dû qu'à la hausse de 3% de la TVA? Non, c'est pas dû. La démonstration en est la baisse des dépenses d'investissement. Vous savez, on a eu une statistique que malheureusement on n'aura pas. Parce que je ne pense pas que la Banque du Japon fera 2 fois la même erreur. Mais cette statistique, elle était tombée à peu près dans cette période-là, au mois de septembre 2013. Cette statistique disait que le pourcentage de la population japonaise qui n'avait plus aucune épargne financière, donc qui n'avait plus moyen de vivre, c'est ça que ça veut dire, n'avait plus aucune épargne financière, était passé de 26 à 31% de la population en un an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien voir à combien était le yen en 2013. Le yen n'était pas à 109 comme aujourd'hui. Ça veut dire que ça s'est très probablement accéléré et qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut, sans se tromper de beaucoup, penser qu'il y a plus de 40% de la population qui n'a plus aucune épargne financière. Et à ce rythme-là, ça ne va pas tenir très longtemps. Alors, Olivier, vous nous dites, le Japon, c'est un peu la quintessence de ce qu'il ne faut pas faire, et notamment de la démonstration que le quantitative easing, donc l'assouplissement quantitatif, l'impression de monnaie à tout va, ça ne marche pas. Mais si on regarde les États-Unis,
qui se sont livrés, eux aussi, au petit jeu de la planche à billets, enfin au grand jeu de la planche à billets, puisqu'ils ont fait 3 QE, les chiffres sont plutôt bons. On a un taux de chômage qui recule à 5,9%. On a une croissance qui a rebondi au deuxième trimestre à 4,6%. Alors, moi, je veux bien que ça ne marche pas, mais on va vous objecter ces chiffres-là. On va me les objecter. Le diable est dans les détails. Hein. Donc, il faut aller creuser, il faut aller regarder. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'il n'y a pas que les États-Unis, vous avez l'Angleterre qui a fait exactement la même chose, et on dit là aussi, extraordinaire, ils sont sortis de la récession, ils ont de la croissance, c'est fabuleux. Non, ils n'ont pas de croissance. Et comme les Américains non plus. C'est-à-dire que tout ça, c'est une illusion de croissance. Et cette illusion de croissance, elle n'est pas fabriquée par les QE, elle est fabriquée tout simplement par le déficit budgétaire. C'est-à-dire qu'on continue à s'endetter parce qu'on n'a pas compris que l'endettement, c'était mortel à haute dose. Donc on continue à s'endetter pour faire du chiffre d'affaires. Si vous demandez à un entrepreneur si il va jouer longtemps à je mets 5% de dette pour avoir je mets 5 euros de dette pour avoir 1 euro de chiffre d'affaires, je ne suis pas sûr qu'il le fasse très longtemps. Et bien c'est pareil là, c'est-à-dire que vous regardez l'Angleterre, c'est 6% de déficit budgétaire. Bon, alors après, il n'y a pas besoin de se taper sur le ventre parce qu'ils ont obtenu 1% ou 1,5% de croissance. C'est 1% chèrement payé. Voilà, c'est chèrement payé. Donc, et les États-Unis, c'est exactement la même chose. Vous êtes aujourd'hui à une dette qui a augmenté de plus de 1000 milliards sur un an glissant. Et on vous dit, mais c'est extraordinaire, ils vont finir l'année avec 2% de croissance. 2% de croissance, ça fait 340 milliards. D'accord ? Vous rajoutez l'effet prix, vous êtes à 500 milliards. Vous avez mis plus de 1000 milliards sur la table pour les faire. Et vous dites, c'est génial, on a gagné. Les taux de chômage, c'est pareil. Ça fait là-dessus X fois que je le dis, mais je vais le répéter encore une fois. Ça n'est absolument dû qu'à une baisse du taux de participation à la population active. Qui a encore reculé ce mois-ci. On est, en gros, si vous prenez depuis le 31-12-2007, donc juste avant la crise, à maintenant, vous avez 13 millions d'Américains qui sont sortis des statistiques. Ils sont quelque part. 13 millions d'Américains qui sont sortis des statistiques. Et si vous regardez en net les créations d'emplois, c'est depuis le 31-12-2007, 780 000 emplois. Alors, on ne va pas se taper sur le ventre pour ça, franchement. Et en plus de ça, il faut quand même voir aussi la qualité des emplois. Parce qu'on parle toujours de chiffres, mais si vous avez des cadres qui se font virer à plein temps et que vous avez dans les statistiques des serveurs à temps partiel, ce n'est pas les mêmes revenus. Alors, il faut arrêter. Aujourd'hui, le revenu médian américain a baissé, d'accord, et il continuera à baisser pour l'instant. Le revenu réel a continué à baisser. Vous ne pouvez pas imaginer, alors vous pouvez tenir encore un petit moment, vous pouvez les forcer à emprunter, ils adorent ça les Américains, vous pouvez les forcer à emprunter, mais ça le crédit est reparti. Mais le crédit est reparti. Mais alors, d'abord, là aussi, le diable est aussi dans les détails. C'est-à-dire qu'il faut regarder quels crédits sont repartis. Mais si vous voulez, on est en train de refaire les subprimes au niveau des prêts étudiants, qui sont des faux prêts étudiants, enfin qui sont des faux étudiants plutôt. On est en train de faire les subprimes avec les prêts automobiles. Enfin, je veux dire, et on va pleurer encore dans quelques mois où on va dire je ne comprends pas, les banques elles en sont pour quelques centaines de milliards parce que ça y est, le produit subprime automobile vient d'exploser en vol. Alors Olivier, quand vous dites ça ne marche pas, en même temps la croissance américaine, même si elle est de mauvaise qualité, est repartie. Et ce qu'on comprend bien dans ce que vous dites, c'est qu'un QE, on ne peut pas le maintenir éternellement. Mais c'est surtout qu'il y a une contrepartie au QE. Mais justement, est-ce que les États-Unis ne sont pas prêts à sortir de la politique de
relativise. Non, ils ne sont pas prêts, ils vont recommencer. Vous aurez un QE4 derrière le QE3 et vous n'aurez pas de hausse de taux. Enfin, comment on peut imaginer... Parce qu'aujourd'hui, les consensus d'économistes se disputent plutôt sur la sortie prochaine du QE et la remontée des taux. Mais ça, la sortie, elle est actée. La sortie du QE3, elle est actée, d'accord ? On va avoir une sortie du QE3. Mais comme vous avez une sortie du QE2, avant le QE3. Bon, ben là, vous aurez la sortie du QE3 avant le QE4. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas vous en tirer autrement. C'est-à-dire que la contrepartie d'un QE, c'est quoi ? C'est de la dette. On le voit bien, d'accord ? Contrepartie d'un QE, c'est de la dette. Donc, il y a de plus en plus de dettes. Pour maintenir une illusion de croissance, on est obligé d'augmenter les dettes. Donc, il y a un moment où il faut faire du QE parce que vous n'avez pas le choix. Donc, on ne peut pas remonter les taux. Non, mais bien sûr que non. Vous ne remonterez pas les taux. Et puis alors, cette espèce de croyance qu'on va avoir des taux à 0 en Europe et des taux à 4 aux États-Unis, enfin, c'est juste, c'est merveilleux. Enfin, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. On est dans un monde maintenant qui est ouvert. Donc, mais alors, vous justement, ne pouvez pas... si on continue dans cette erreur que vous dénoncez, on sait aussi que l'injection de liquidités soutient l'inflation d'un certain nombre d'actifs. Oui. Boursiers et immobiliers. Est-ce qu'il ne faut pas, du point de vue très cynique de l'investissement, rester sur ces actifs ? Non, parce que votre risque aujourd'hui, c'est un risque de devise. Donc, et malheureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la devise, c'est ce qui libelle tous vos actifs. Mais de votre paire de chaussettes à vos actifs boursiers. C'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire que quand la monnaie craque, vous vous retrouvez à poil, au sens propre comme au figuré. Parce que vous voyez les grandes devises craquer. Ben, je vois un changement de système monétaire mondial. Je veux dire, vous ne pouvez pas imaginer que le yen va continuer à valoir ce qu'il vaut. Aujourd'hui, le yen, concrètement, ça vaut 0. D'accord ? 250% de dette, bon, avec une croissance qui est enfin une croissance, pardon, une décroissance de votre population, de votre PIB, etc. Vous ne pouvez pas imaginer que ça peut marcher. Bon, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous tenez un billet en yens, vous tenez du papier toilette. Ça vaut rien, ça vaut 0. D'accord ? Ça vaut pas... Même chose pour le dollar ? Ça ne vaut pas 20%, ça ne vaut pas 10%, ça vaut 0. Il n'y a rien dans la banque, il n'y a rien en contrepartie. Ça vaut 0. Ce jour-là, imaginez ce que ça va donner. Je veux dire, il faut bien comprendre, les Japonais, c'est la 3e économie du monde, c'est 1200 milliards de dettes américaines qu'ils détiennent. Le jour où le yen vaut 0, ça va secouer sur les marchés. Hein. Ce n'est pas l'Islande qui refuse de payer sa dette. Hein. Ok, autant éviter le yen, très bien. Mais les autres devises, le dollar, mais c'est l'euro. pareil, c'est-à-dire que vous n'imaginez pas que si le yen vaut 0, vous n'imaginez pas que l'euro, qui est quand même une monnaie exceptionnellement bien montée et forte, va survivre. Non, ça va péter dans la foulée. Donc, vous dites quoi à vos clients, Olivier ? Vous allez avoir un changement de système monétaire parce que ce système monétaire-là, il est fini. Vous voyez tous les jours des exemples de dédollarisation, c'est-à-dire la Chine qui signe des contrats avec, ou des swaps avec l'Europe, avec le Japon, avec les Russes qui font la même chose, les pays pétroliers qui commencent à accepter qu'on prenne d'autres monnaies pour les payer. Enfin, je veux dire, on est dans un monde où on a de moins en moins besoin de dollars et il y en a de plus en plus. Est-ce que vous pensez que quand vous avez un truc qui est fabriqué comme ça et que vous n'avez aucune demande, le truc va monter ? Non, il va baisser. Voilà. Alors, quelle devise ? Ni l'euro, ni le dollar, ni le yen, il y en a d'autres dans le monde.
Il y a la Norvège, la Suède, la Suisse, que sais-je encore. Évidemment pas le sterling, qui a fait exactement la même chose. Donc voilà, on va avoir, parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'on va poursuivre alors que on est en train de faire fonctionner les rotatives à pleine vitesse et que ça n'a pas de contrepartie. Il ne se passe rien. S'il ne se passait rien, on serait tous, au lieu d'aller faire les guignols devant une caméra, on serait tous devant notre imprimante à s'imprimer des billets de 500. Et ça se passerait super bien. Et on sortirait après, on s'achèterait un immeuble, une maison, une voiture, etc. Puisque ça n'a pas de conséquences. Allons-y gaiement. Seulement si vous faites ça, vous vous retrouvez en tôle. En revanche, si Bernanke le fait, ça se passe bien. Ou Madame Yellen, ça se passe bien. Eh bien, ça sera notre conclusion. Olivier, merci.